Je mets- hop. Bon, faut que je fasse apparaître. Bonjour à tous, bienvenue cet événement Réponse de Pro organisé par l'Agence parisienne du climat. Alors, je vais vous partager mon écran. On est ensemble pour 1 h 30, donc jusqu'à 16 h 30. Je vais co-animer, donc je me présente Jessica Jacobi-Coali. Je suis en charge de la mobilisation des professionnels à l'Agence parisienne du climat. Je vais co-animer cet événement avec ma collègue Anne-Sophie Pouzol qui est avec moi. Je te laisse te présenter, Anne-Sophie. Bonjour à toutes et à tous, Anne-Sophie Pouzol, donc, et je suis chargée de l'accompagnement des copropriétés. Voilà. Et nous recevons aujourd'hui Monsieur Creus, architecte chez Artprime. Donc, vous Hop. voyez ma présentation à l'écran? Alors, pas encore, parce que c'est moi qui vais partager mon écran pour commencer. D'accord. Ben, Voilà, vous me dites quand vous êtes prête. tout à fait. Alors, Je, je vais partager mon écran. Ce contexte un peu particulier, nous restons présents au sein de l'Agence parisienne du climat pour vous accompagner. Donc, vous avez le numéro qui est affiché ci-dessous, donc le 01 58 51 90 20 pour être accompagné. Si vous avez des questions à l'échelle de votre appartement pour réaliser des travaux de rénovation ou avoir des informations sur ce qui existe ou non, ce que vous pouvez faire ou pas. Voilà, donc vous avez toutes les informations ici. Le programme de cet après-midi, comme je vous l'ai dit, donc on reçoit Monsieur Jean-Martin Gross qui présentera un retour d'expérience, comment se passe l'audit global d'un point de vue d'un architecte, et Anne-Sophie qui vous présentera également le cahier des charges audit global. Et on finira par des questions-réponses. Vous avez la possibilité de poser, vous avez une rubrique questions-réponses. Vous avez la possibilité de poser vos questions tout au long de cette session. On y répondra à la fin, ne vous inquiétez pas. Pour ceux, pareil, qui ne connaissent pas le Coach CoPro, hop, je ne sais pas si vous voyez très bien. Anne-Sophie, par contre, il ne faut pas toucher à l'écran en même temps, je crois. Je ne sais pas si vous voyez bien ou pas l'écran. Donc, le Coach CoPro, c'est une plateforme qui a été créée pour vous accompagner en tant que copropriétaire dans votre projet de rénovation énergétique. Donc, vous retrouverez un certain nombre de documents. Vous retrouvez un certain nombre de documents et également qui est mis à votre disposition l'annuaire des professionnels afin de favoriser les échanges entre vous, particuliers, mais également entre pairs, en tout cas entre professionnels. Pour vous inscrire, c'est très simple. Il faut simplement indiquer votre adresse postale et vous pourrez bénéficier de l'accompagnement d'un conseiller à l'Agence parisienne du climat. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, on a mis à votre disposition également un annuaire dans lequel vous pourrez retrouver l'ensemble des professionnels qui sont à même de répondre à vos questions dans le cadre de votre projet de rénovation énergétique. Donc, vous allez retrouver des architectes, des bureaux d'études, mais également des ingénieurs financiers, quelques contacts des banques pour contracter des prêts collectifs et bien d'autres, chauffagistes, entreprises de travaux, etc. Il y a également une carte des copropriétés rénovées. Donc, tout ceci est bien évidemment gratuit en libre service. Pour rappel, l'Agence parisienne du climat, nous sommes un guichet unique de la rénovation énergétique, donc un espace neutre et indépendant. Et on souhaite valoriser les projets qui ont abouti, qui étaient également ambitieux et parfois même un peu moins ambitieux, mais en tout cas, par définition, lorsqu'une copropriété, lorsque vous lancez dans un projet de rénovation énergétique, vous êtes quand même conscient d'un certain nombre de points et c'est intéressant à la fois pour nous, mais également pour vous, de valoriser ces projets et ça vous permet aussi de vous projeter potentiellement dans votre projet, dans le projet de la copropriété. Donc, vous avez la carte des copropriétés rénovées, vous retrouvez l'ensemble des informations sur la copropriété, le gain d'économie d'énergie, le coût des travaux réalisés et également les acteurs du projet, donc les entreprises, les structures qui sont intervenues dans ces projets. Sans plus tarder, je vais laisser la parole
à Anne-Sophie pour présenter le cahier des charges audit global. Donc, rapidement, moi, je vais aussi vous expliquer donc, le rôle mon rôle dans l'Agence parisienne du climat, dans l'accompagnement des copropriétés. Donc, nous sommes une équipe et nous accompagnons toute copropriété qui a un projet de travaux, que ce soit réfection d'une chaufferie, isolation ou tout autre projet dans la transition écologique. Et donc, notamment, l'audit global est un des outils que nous vous conseillons pour lancer ce type de démarche. Donc, je vais commencer par vous poser une question auquel vous pourrez répondre dans le chat. Savez-vous combien d'audits ont été votés sur les 2500 copropriétés parisiennes qui sont inscrites sur la plateforme Coach CoPro? N'hésitez pas à mettre vos réponses dans le chat, donc il est indiqué converser. Une première réponse, non. Très bien. Ah, il y a quelqu'un de Toulouse. Bonjour de Toulouse. 1600 copropriétés. Ah, pas encore, mais j'espère bientôt. Stéphanie qui nous dit 800. Olivier n'a pas d'idée. Alors, donc, en fait, nous en avons actuellement 570 qui ont été votés, donc sur 2500 copropriétés inscrites, sachant que toutes les copropriétés de plus de 50 lots en chauffage collectif ont une obligation de réaliser un audit énergétique, ce qui représente plus de 3000 copropriétés sur la ville de Paris. Donc, beaucoup d'entre elles, et peut-être que certains d'entre vous sont concernés, doivent réaliser ce type d'audit rapidement. Donc, c'est pour ça que je vais pouvoir vous le présenter. Donc, l'audit global. Donc, déjà, en premier lieu, c'est à la fois un document, mais c'est également une démarche que vous faites avec l'ensemble des copropriétaires et des occupants de votre immeuble, donc pour réfléchir aux attentes et aux besoins de tous ces occupants. C'est aussi, comme je vous ai dit, un diagnostic. Donc, c'est un diagnostic à la fois architectural et énergétique de votre copropriété. Il vous permet d'aboutir à plusieurs scénarios de travaux sur lesquels vous allez pouvoir choisir ensemble, en assemblée générale, celui qui vous semble le plus adapté. Et il est associé à un plan de financement pour vous accompagner dans cette réflexion. Vous avez également la possibilité de prendre en charge d'autres prestations comme la maquette numérique, le diagnostic du réseau d'eau, les analyses environnementales des espaces extérieurs, l'accessibilité ou les potentiels de densification ou de surélévation. Donc, à quoi sert cet audit? Donc, il a plusieurs buts et il vous servira vraiment de base pour tous vos projets derrière dans la copropriété, puisqu'il vous donne déjà un état des lieux complet du patrimoine de votre copropriété et de son fonctionnement énergétique. Il vous permet de décider des investissements à court et moyen terme et d'adopter derrière un plan pluriannuel de travaux d'économie d'énergie. Il vous permet également d'anticiper l'entretien des équipements énergétiques, ce qui est notamment très utile quand vous avez une chaufferie collective. Il vous accompagne aussi pour se doter d'une maîtrise d'œuvre compétente, puisque le cahier des charges que l'on vous propose vous permet d'obtenir un dossier de consultation de maîtrise d'œuvre et une enveloppe financière afin de voter cette phase suivante dans les meilleures conditions. Donc, notre rôle en tant qu'accompagnateur à l'Agence parisienne du climat, c'est de vous suivre tout au long de la procédure de cet audit. Donc, à la fois vous mettre à disposition le modèle de cahier des charges
pour que vous puissiez interpeller des entreprises qui peuvent répondre à cette prestation. Également, je vous accompagne sur la vérification des devis et ensuite à toutes les étapes, que ce soit les visites de site, les réunions intermédiaires et lorsque vous avez une question, nous sommes tous à votre disposition en tant que conseiller pour répondre à vos questions. Et donc, l'un des avantages aujourd'hui sur la ville de Paris, c'est que la commune a choisi de mettre en place ce qu'on appelle un chèque audit à hauteur de 5 000 €. Donc, c'est votre conseiller énergie, donc moi ou quelqu'un d'autre de l'équipe, qui vous accompagne pour obtenir cette aide de la ville de Paris. Et pour cela, vous devez répondre à 3 critères. Déjà, vous inscrire sur la plateforme Coach CoPro. Donc, vous aurez tous les liens sur le PowerPoint que nous vous transmettrons tout à l'heure. Ensuite, respecter le cahier des charges de l'Agence parisienne du climat. Donc, c'est aussi là que nous intervenons pour vous accompagner dans la réponse des entreprises. Et le choix des entreprises dans un annuaire que l'on vous propose. De la même manière, c'est un annuaire qui vous sera fourni sur le PowerPoint tout à l'heure. Donc, comme je vous ai dit, vous retrouvez ici un certain nombre d'éléments utiles, à la fois pour cette demande de prestation de l'audit global et pour la suite des événements de l'Agence parisienne du climat. Nous avions une question, je crois que alors, le cahier des charges maîtrise d'œuvre ou entreprise de travaux, il existe en effet un cahier des charges maîtrise d'œuvre que vous pouvez, pour sélectionner un maître d'œuvre, que vous pouvez retrouver sur le Coach CoPro, quasiment à la même rubrique que le cahier des charges audit global. Donc, vous allez trouver en cliquant sur le lien indiqué sur la slide. Au niveau, alors on a également une question auquel je vais répondre, Anne-Sophie, sur l'annuaire des professionnels. Donc, nous avons une charte d'affiliation pour les professionnels où il est demandé de respecter un certain nombre de critères, notamment être RGE en fonction des types de prestations, donc RGE études, notamment pour l'audit global, RGE travaux en fonction des prestations réalisées, et puis pour les architectes, être inscrit à l'ordre des architectes. Voilà, c'est bon pour moi. Donc, si vous n'avez pas de questions pour le moment, je vous propose qu'on passe à la présentation de Monsieur Gruche, sachant que vous aurez une demi-heure à la fin pour toutes vos questions. Alors, je vais le partage. Voilà. Donc, Monsieur Gruche, je vous laisse vous installer. Voilà, vous voyez mon écran? Bon. Oui. C'est bon? Alors, vous n'avez pas encore partagé votre PowerPoint là. Alors, attendez, parce que je partage l'écran. Voilà. Voilà. Ah, c'est fait. C'est bon? Voilà, c'est bon. Vous avez la main. Bien. Bon, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis monsieur donc Jean-Martin Gruche. Je suis associé de la SCOP d'architecture Arprime. Nous avons plus de 35 ans d'expérience en architecture, dont 30 en copropriété. Je vais vous présenter donc le rôle de l'architecte. Donc, le rôle de l'architecte est complexe parce que nous avons énormément de paramètres à gérer. Donc, je vais dérouler le nombre des paramètres au fur et à mesure de l'avancée de l'exposé. Déjà, dans la région parisienne, on a en gros 4 types de bâtiments d'habitation. Et à chaque type de bâtiment d'habitation, la pathologie est différente. Donc, vous avez les bâtiments à pans de bois. Donc, ça ne se voit pas ici en façade. C'est un ancien bureau de poste. Mais voilà, lorsqu'on travaille sur les façades,
voilà, on aperçoit les pans de bois, en gros, souvent très pourris. Donc, on les reprend. Il y a tout un travail à faire technique là-dessus. Et en bas, vous avez la façade à gauche qui est ancienne et la façade à droite rénovée. Vous avez les immeubles en moellon. Ici, c'est un ancien couvent qui a été transformé en atelier puis en logement au fil des siècles. Les bâtiments en moellon, comme ça, souvent, leur pathologie, c'est la présence d'humidité. Donc là, nous avons traité les problèmes d'humidité en remontée capillaire par électrophorèse, c'est-à-dire qu'on inverse les fûts électriques pour éviter que l'humidité remonte dans les murs. Et on a attendu presque 2 ans de séchage avant de pouvoir faire le ravalement. Après, vous avez les bâtiments classiques dans Paris, les bâtiments haussmanniens, donc avec des façades pierre. Donc là, souvent, c'est un nettoyage. S'il y a des pierres abîmées, on les change, on le travaille en surface, ça dépend en état de dégradation. Et puis surtout, on étanche les balcons, les appuis de fenêtres, de manière à ne pas avoir de coulure en façade. Parce que souvent, vous avez des ravalements, mais il n'y a pas de protection des appuis de fenêtres. Au bout de 2-3 ans, vous avez à nouveau des coulures. Donc, effectivement, le coût est plus élevé. Vous avez une pérennité du ravalement dans le temps. Ensuite, vous avez les bâtiments en briques. Donc, c'est le bâtiment de rue à droite. Il s'avère que la mairie des Lilas a été réalisée en même temps que le projet ici. Donc là, c'est une autre approche des bâtiments, de problèmes constructifs. Ici, c'est 18 rue Championnet dans Paris, où vous avez les constructions en briques, moellon, la façade en briques, et puis en partie rez-de-chaussée, c'est l'imitation pierre. Donc c'est avec des mortiers de choses. Donc c'est encore une approche différente sur les ravalements. Ça, c'est les façades arrière que nous avons isolées avec un ITE classique. Ici, c'est un bâtiment tout en béton des années 65, ça se trouve à Verc, donc qui a subi des modifications. Et nous avons restauré la façade, parce que là, on est en site classé ABF, comme le bâtiment précédent, et donc nous n'avons pu isoler que les pignons. Par contre, nous avons isolé les cages d'escalier de l'intérieur en façade. Voilà. Et la dernière opération que nous avons faite, la dernière étude réalisée en diagnostic thermique avec un bureau d'études, c'est 342 logements en région parisienne, à Clichy-sous-Bois, en 6 bâtiments. Et donc, le diagnostic thermique que je vais vous présenter, c'est sur cette opération-là. Donc, ce sont des bâtiments entièrement en pierre, massive, avec un enduit chaud mâche-fer à l'intérieur. Donc ici, nous arrivons à la présentation de l'audit énergétique avec le bureau d'études Sun Square. Alors l'audit énergétique, en gros, c'est un peu un scanner d'une copropriété, c'est-à-dire on analyse l'aspect morphologique du bâtiment, structurel, etc. Et puis l'aspect physiologique, c'est-à-dire la respiration du bâtiment, comment les gens vivent le bâtiment, comment il est ventilé, entre autres. Voilà, donc le sommaire, on présente la copropriété, c'est l'enquête sur les usages énergétiques. Donc, il y a un questionnaire qui est fait et diffusé aux copropriétaires pour savoir comment ils vivent le bâtiment. Est-ce qu'ils ont trop chaud en été, trop froid en hiver, etc. Nous examinons le bâti. On a l'examen des installations techniques, ventilation, chauffage, confort thermique, etc. Nous avons l'analyse des consommations et dépenses associées, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'eau, à l'électricité. Ensuite, on préconise des améliorations en fonction de l'analyse que nous avons faite. Et à la fin, nous avons une conclusion sur les actions à mettre en œuvre. Donc, pendant la préconisation d'amélioration, on travaille bien sûr avec le conseil syndical énergie, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un groupe de travail constitué de manière à être informé de l'avancée des études et au moment de l'AG, qu'il y ait le maximum de copropriétaires informés pour que ça se passe le mieux possible en AG. Voilà. Donc ici, l'audit énergétique concerne le contexte de l'étude et les attentes. On détermine l'objet d'étude, c'est indiqué dedans, qu'est-ce que l'on étudie exactement, le déroulement de l'audit, les différents phasages. Nous avons les documents transmis à l'auditeur, c'est-à-dire que pour travailler, nous avons besoin de plans, des factures d'électricité, des factures de chauffage, des factures d'entretien de VMC, est-ce que la toiture terrasse est entretenue, etc. Donc nous avons besoin de tous ces paramètres-là pour vraiment analyser le bâtiment dans toute sa complexité. Ensuite, on a une restitution de l'étude qui se fait. Donc, il y a une présentation de rapport, il y a une synthèse, il y a des annexes, etc., avec des réunions intermédiaires, donc avec le groupe de travail. Là, dans l'audit, on présente bien sûr la copropriété et on prend en compte les données climatiques. On décrit la description générale du bâtiment, donc les copropriétaires peuvent le lire à la fin de l'audit.
On prend en compte aussi les travaux réalisés. On fait ensuite l'enquête sur les usages énergétiques de la copropriété. On regarde le confort thermique ressenti. Là, c'est à travers l'enquête que l'on mène auprès des copropriétaires. Donc, il y a un formulaire à remplir. Et ici, c'est tous les éléments que nous avons analysés, que l'on se transcrit en graphe de manière à ce que ce soit facilement compréhensible par le plus grand nombre. Voilà. Donc ça, c'est d'autres graphes, ancienneté de la chaudière, comment vous chauffez-vous, etc. On analyse aussi, bien sûr, l'aération, la ventilation et l'humidité dans les logements. Dans le questionnaire, il y a comment vous chauffez-vous, parce qu'il y a des gens qui ouvrent plus leurs fenêtres, qui ne ferment pas le chauffage parce qu'il y a des vannes qui ne fonctionnent plus, etc. Donc, il y a un tas de paramètres, d'informations qui sont importantes pour nous, pour savoir quel est le vécu vraiment de l'immeuble et le ressenti notamment. Donc, après, il y a les travaux envisagés. Donc, là aussi, en fonction de ça, c'est présenté sous graphe. Ensuite, nous avons la conclusion sur les questionnaires habitants. Donc, on établit un constat. Et le constat est présenté aussi au groupe de travail pour pouvoir discuter avec eux sur la façon, sur les propositions que nous allons faire par la suite. Donc ensuite, il y a bien sûr au moins 30% des logements qui sont visités. Donc nous avons toutes les réunions à préparer avec les copropriétaires, la visite des logements. Donc ça demande un certain temps, c'est plus ou moins complexe. Et on doit arriver environ, en gros, l'objectif c'est 30% des logements à visiter. Alors, parfois c'est un peu plus, parfois c'est moins, ça dépend de la disponibilité des copropriétaires. Donc nous avons l'examen du bâti, donc il y a tout ce qui est description des parois déperditives. Donc ce sont les façades, donc on fait des relevés thermographiques. Voilà. Infrarouge. Donc, pour faire des photographies infrarouges, il faut qu'il y ait une différence environ de 10 degrés entre l'intérieur des logements et l'extérieur. Donc, ça se fait surtout pendant la période hivernale. Ensuite, on note tous les éléments que nous avons relevés, si les façades sont performantes, pas performantes, les huisseries, etc., etc. Donc, voilà des photos thermiques, ce que ça donne. Donc, là, de l'extérieur en rouge, c'est là où nous avons les plus fortes déperditions. Donc, on analyse tout ça et toutes les différences de température sont enregistrées sur ordinateur. On visite aussi le plancher bas des caves, puisque les sous-sols, il y a des soupiraux, l'air est théoriquement frais, donc les logements du rez-de-chaussée sont plus froids que les logements au milieu de l'immeuble. Les logements sous les terrasses, parfois, ont plus froid, ou en pignon aussi, ont des températures différentes dans les logements. Donc, tout ça, ce sont des paramètres que l'on prend en compte. On analyse bien sûr les menuiseries extérieures. Là aussi, on a des caméra photothermique. Ensuite, tout cela est traduit, on prend aussi le renouvellement d'air, tout cela est traduit par forme de camembert, de graphes comme ça, pour que ça soit aussi facilement compréhensible. Et il y a une analyse bâtiment par bâtiment. Là, nous avons 6 bâtiments, donc il y a 6 analyses, 6 enquêtes à chaque fois sur chaque bâtiment. On fait une conclusion sur le bâti, donc les toitures terrasses, les travaux à prévoir à court terme, à moyen terme ou à long terme. Les ventilations, donc là aussi, on examine chaque logement et on met des appareils de mesure pour connaître les débits d'air dans les logements, pour savoir comment ça fonctionne. Alors parfois, il y a trop de débits d'air, parfois il n'y en a pas assez, c'est variable, surtout en ventilation naturelle, mais parfois aussi en ventilation mécanique, puisque dans les copropriétés, il n'y a pas toujours des contrats d'entretien pour la VMC, et donc l'aspiration se fait différemment dans les logements, ce qui fait que parfois les gens ont froid dans les logements alors qu'ils sont mieux chauffés que d'autres, et inversement. Lorsqu'on est en chauffage individuel, on examine chaque chaudière gaz aussi dans les logements, comment elle fonctionne, si ce sont des chaudières à ventouse ou des chaudières à évacuation sur des conduits, parce que dans ce cadre-là, le type d'amener d'air est différent. Donc, je vous parlais tout à l'heure du confort thermique, là aussi nous avons des graphes. Ensuite, on prend en compte l'état initial des consommations, puisque ça nous permet à la fin de notre étude de faire des propositions en comparaison avec ce qui est consommé avant travaux. Donc tout ça se fait par ordinateur. Alors c'est plus ou moins précis, mais ce sont des logiciels habilités, reconnus pour ça. Donc tous les bureaux d'études travaillent sur les mêmes bases de logiciels. Et ensuite, on propose des niveaux d'amélioration en fonction des coûts d'énergie. Donc là, nous avons les émissions d'énergie du bâtiment existant. Et ici, on fait des propositions d'amélioration. Donc, dans les copropriétés, il y a plusieurs niveaux à atteindre d'économie d'énergie pour avoir des financements. Le premier niveau, le plus bas, c'est 25% d'économie d'énergie.
Le second, c'est 35%. Et lorsqu'on arrive à 35% d'économie d'énergie, les bailleurs ont accès à des aides ou des prêts, alors qu'à 25%, ils n'y ont pas accès. Et après, alors dans certaines copropriétés, mais c'est assez rare, lorsqu'on fait des réhabilitations très lourdes, il faut arriver à 55% d'économie d'énergie, mais c'est des cas particuliers. Donc nous proposons des solutions. Les premières solutions ici en rouge, c'est pour atteindre au minimum les 25%. Donc ça correspond à un budget de travaux, bien sûr. Et pour arriver aux 35%, ben, il faut passer en 2 ou parfois en 3, troisième groupe de propositions. Ensuite, chaque proposition, bien sûr, on fait une estimation, puisque pour présenter aux copropriétaires les propositions, ben, il faut raconter le coût des travaux en face pour pouvoir avoir une idée et savoir quelle priorité on donne. Une fois qu'on a défini avec le groupe de travail un peu les grandes orientations, nous proposons des scénarios. Donc là, on reprend les propositions chiffrées en face et avec, à la fin, bien sûr, un coût de travaux par tantième de manière à ce que chaque copropriétaire sache exactement ce que ça va lui coûter. Si on annonce 3 millions de travaux, ça effraie tout le monde. Si on ramène les 3 millions de travaux sur 340 logements, par exemple, bon, bah c'est très peu finalement. Et si on divise par le nombre de mois à l'année, parfois ça peut faire que 12 euros, 10 euros, quelque chose comme ça. Voilà, donc on a toujours cette approche par tantième à la fin. Ensuite, nous arrivons aux conclusions sur les actions à mettre en œuvre. Donc là, dans cette copropriété-là, il y avait les toitures terrasses et les murs pignons, isolation par l'extérieur des cages d'escalier, remplacement des portes des halls, puisque les halls aussi, lorsqu'ils sont froids, ça refroidit les logements. Nous avons l'isolation des façades, ouest et sud, puisque c'est des façades relativement exposées. Après, ça dépend aussi de certaines orientations, des masques par rapport à la végétation et autres. Et puis l'amélioration des ventilations et la pose de volets isolants, puisque le volet isolant, avec les changements climatiques, c'est très important pour l'été. Lorsqu'on propose des solutions, on fait attention à l'interaction entre les améliorations proposées, de manière à obtenir une cohérence dans le cadre des travaux, de manière, si on fait plusieurs tranches de travaux, lorsqu'on fait une deuxième tranche de travaux ultérieurement, ne pas revenir et reprendre une partie de la première. Donc c'est très important d'avoir cette cohérence-là. Et donc, on propose plusieurs scénarios et c'est voté en AG. Alors, dans le cadre d'une rénovation énergétique, le rôle de l'architecte, c'est un rôle en binôme avec le BET thermique. Alors, ce sont deux regards différents, puisque le thermicien est centré sur l'aspect technique du bâtiment. Nous sommes aussi centrés sur l'aspect technique, mais à un autre niveau, et surtout sur l'aspect architectural et administratif. Et j'expliquerai après ce que c'est que l'aspect administratif. On a aussi l'aspect sécuritaire des personnes, mais je le développerai après. Donc l'objectif, c'est de trouver l'adéquation entre les objectifs thermiques et l'aspect architectural, puisque si le thermicien annonce qu'il faut, je caricature exprès pour donner des exemples, mais sur une façade, il faut 25 cm d'isolant, au niveau architectural, ça peut être néfaste à la qualité du bâtiment. Donc, le débat, c'est de dire, est-ce qu'on peut passer à 15 cm au lieu de 25? Et par contre, on met plus sur la terrasse, etc., ou on renforce les vitrages. Donc, il y a tout ce travail-là à faire. Alors, justement, ça demande une capacité de synthèse des contraintes techniques réglementaires pour optimiser le bilan thermique et les accès au financement et aides, puisque là, tout ce travail d'isolation et autres, ça joue effectivement sur le niveau des 25 ou 35%. Et ça joue aussi donc sur les aides et les financements, et ça joue aussi sur l'aspect architectural. Donc, tous ces paramètres-là, il faut les prendre en compte simultanément. Donc, bien sûr, il faut un bon diagnostic technique et thermique, c'est évident. Il faut hiérarchiser et programmer les travaux dans le temps et par ordre de priorité, c'est ce que je viens de dire. Et puis aussi, un élément important, c'est le choix des entreprises, parce qu'il faut avoir des entreprises qualifiées et compétentes aussi pour avoir un bon travail. Voilà. Donc, le travail en binôme architecte BET thermique. Le BET thermique se concentre surtout sur le mode de chauffage et le chaude sanitaire, la ventilation naturelle ou forcée, ça dépend des bâtiments, l'état thermique des façades, la consommation électrique, c'est-à-dire éclairage, ascenseur, les enquêtes d'usage, la notion de confort ressenti, donc c'est au travers du questionnaire dont je parlais tout à l'heure, et puis la perception du montant et des charges, parce qu'il y a des copropriétaires qui pensent qu'ils ont des charges très élevées, alors le coût est normal, et puis parfois c'est l'inverse, effectivement, ils ont des charges vraiment très élevées, et ce n'est pas normal.
Nous, lorsqu'on travaille avec le BET thermique, les premières visites, on les fait avec lui pour aussi voir ce qui se passe dans les logements. Donc, on regarde l'aspect chauffage avec lui, mais ce qu'on regarde, nous, ce n'est pas l'état de la chaudière, c'est la conformité des locaux par rapport aux normes de sécurité incendie. La ventilation, ce que l'on regarde, ce n'est pas les débits, nous, ce sont les passages de gaines et implantations extracteurs, parce qu'on a des gaines à passer dans des parties communes ou des logements, parfois ça peut arriver. L'état thermique des façades, ben, c'est ce que j'expliquais, c'est le type d'isolant que l'on met en œuvre et son épaisseur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on utilise des matériaux biosourcés, où on a des épaisseurs d'isolant plus importantes que des isolants issus du pétrole, puisque le coefficient lambda, c'est le coefficient d'isolation, est plus faible avec des produits venant des produits pétroliers que des produits biosourcés. Donc, issus des produits pétroliers, ils sont beaucoup plus performants, donc on a des épaisseurs moindres. Donc, il faut jouer avec ces paramètres-là, sachant qu'il faut aussi qu'un bâtiment, c'est un peu comme un corps humain, nous transpirons, le bâtiment a aussi cette format de transpiration, on ne peut pas mettre n'importe quel isolant selon les types de parois. Donc, c'est aussi à apprécier entre l'épaisseur, la respiration de la façade, c'est ce qu'on appelle perspiration, etc. Donc, c'est des paramètres à prendre en compte qui sont aussi alliés avec la ventilation des logements. Donc, ça, c'est 3 éléments toujours à avoir en tête pour nous, de manière à apporter la meilleure solution possible. Il y a l'isolation des planchers en sous-sol, j'en parlais tout à l'heure. Alors, les sous-sols, c'est complexe à isoler, puisque c'est là où se trouvent tous les câbles électriques, les canalisations, il y a les cloisons de caves. Donc, c'est très difficile à isoler, c'est assez complexe, c'est possible, mais c'est onéreux. Alors là, il faut savoir si le coût en vaut la chandelle. Qu'est-ce que ça apporte comme gain d'isoler un plancher de sous-sol par rapport au coût qu'il faut mettre comme somme d'argent pour y arriver. Voilà. Et ensuite, la consommation d'éclairage, trouver la meilleure adéquation avec le type d'ampoule. Pour ça, c'est le travail en commun avec le bureau thermique. Et l'architecte, lui, regarde l'état de la structure et donc des fondations, puisque si nous avons des problèmes de structure, s'il y a des lézards dans le mur, ou des problèmes de plancher, ben on ne va pas engager un ravalement avec ou sans ITE. ITE, c'est l'isolation thermique extérieure, si on n'a pas résolu les problèmes structurels. Donc, il y a la sécurité incendie des parties communes et la sécurité électrique, puisque s'il y a des risques de sécurité incendie ou l'installation électrique est obsolète dans les immeubles, on ne va pas entreprendre des travaux de rénovation s'il y a des risques d'incendie, parce que ça détruirait ce qu'on en a fait. Donc, il y a une cohérence à avoir, donc il y a ces paramètres-là à prendre en compte. On regarde l'état des réseaux, eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales, parce que s'il y a des canalisations fuyardes, ça arrive dans les vieux immeubles, et les canalisations parfois sont en façade. Si il y a l'humidité en façade, on ne va pas mettre un isolant sur une paroi humide. Donc, il faut régler les problèmes en amont. On se préoccupe aussi de l'accessibilité aux handicapés, dans la manière parce que c'est possible, ce n'est pas toujours évident dans les bâtiments anciens. Le stockage des poubelles. Alors ça, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, je vous montrerai une photo où on s'en préoccupe aussi. Et puis après, il y a la prise en compte des réglages électriques et autres. Voilà. Alors, si je résume la situation, moi, je considère, en fonction de l'expérience que j'ai, que l'architecte a 3 casquettes. Il est médecin généraliste, il est chef d'orchestre et il est comptable. Il est médecin généraliste, pourquoi? Parce que moi, je fais souvent le paramètre entre un corps humain et un corps de bâtiment. Dans le corps humain, il y a un squelette. Dans le corps de bâtiment, il y a une structure qui correspond quelque part à un squelette. Dans les 2 cas, nous avons une enveloppe, la peau. Donc, chez nous, c'est notre peau. Dans un bâtiment, c'est la façade, c'est les pignons, c'est la toiture. Il y a des ouvertures pour voir, pour respirer, comme un bâtiment. Et il y a les canalisations. Dans un bâtiment, c'est l'eau, nous, c'est le sang, l'alimentation principale. Et puis, il y a les évacuations, les canalisations au fond dans les immeubles, les intestins chez nous. Donc, il y a vraiment ce parallèle-là. C'est pour ça que je parle de pathologie du bâtiment, puisque la pathologie des bâtiments est aussi complexe que la pathologie du corps humain. Et dans les 2 cas, on entretient son corps, il faut entretenir son bâtiment, c'est aussi très important. Ça coûte moins cher de l'entretenir couramment que de faire des travaux lorsqu'il y a de gros problèmes. Je parle aussi des enveloppes, parce que l'enveloppe, hier,
Cette semaine, j'ai fait aussi une vidéo conférence comme ça. On m'a posé une question, est-ce qu'on peut isoler des façades en pierre? Alors je dis oui, mais ça dépend des supports. Effectivement, ça dépend du type de pierre. J'ai été incomplet parce que lorsqu'on isole une façade, que ce soit en pierre, en brique ou autre, il y a les paramètres à prendre en compte, ce n'est pas seulement l'aspect architectural de la façade, c'est aussi l'épaisseur du mur, sa constitution et la ventilation du logement. Parce qu'il y a un phénomène, ce qu'on appelle le point de rosée, c'est lorsqu'une masse d'air chaud rencontre une masse d'air froid, ça condense. Donc, à l'extérieur, lorsqu'il pleut, c'est parce que vous avez une masse d'air chaud qui a rencontré une masse d'air froid, ça se transforme en pluie. Dans les logements, dans les vieux logements, on voit un simple vitrage, on a de la condensation sur les vitrages, l'été, l'hiver, si on cuisine, on a de la vapeur d'eau. Et ça se passe à l'intérieur des murs, de la même façon, mais ça ne se voit pas. Ce qui fait que dans les bâtiments anciens, vous avez des planchers en bois avec des poutres qui sont encastrés dans les murs. Et ce que vous avez dans l'humidité dans les murs, la partie de poutre encastrée dans les murs pourrit. Et vous avez parfois des planchers qui s'affaissent ou qui s'effondrent complètement. Donc, c'est très important de prendre tous ces paramètres-là en compte. Donc, ça, c'est l'aspect du médecin généraliste, donc pour avoir une très bonne connaissance de la pathologie des constructions. Et l'architecte étant un sachant, il a un devoir de conseil. Donc, dans les diagnostics, on voit un certain nombre de choses que l'on conseille, même si ça ne rentre pas dans notre mission, en tant que sachant, on se doit de dire ce que l'on voit. En tant que chef d'orchestre, on doit savoir travailler en équipe. Ce n'est pas toujours simple, puisqu'on a plusieurs intervenants, des entreprises, on a les maîtres d'ouvrage, on a les copropriétaires, on a le bureau d'études, on a le bureau de contrôle, on a le SPS, etc. Donc, il faut pouvoir travailler ensemble. Et puis, il faut veiller surtout à ce que les intervenants jouent ensemble et juste. C'est pour ça que je parle de chef d'orchestre. Et pour jouer ensemble et juste, il faut que chacun connaisse sa partition. Et ce n'est pas toujours le cas, donc c'est à l'architecte aussi de faire en sorte que tout se passe bien. Alors l'architecte est aussi comptable, non seulement parce qu'il vérifie les situations, c'est-à-dire les facteurs des entreprises, mais il est aussi comptable du coût du projet et de la qualité des prestations, parce que c'est de sa responsabilité dans le domaine pour lequel il est mandaté. Donc ça, c'est très important. Et pour avoir une qualité de prestation, eh bien, il faut avoir des entreprises de qualité. C'est pour ça que pour moi, les entreprises, c'est le bras armé de l'architecte. Sans bonne entreprise, on ne peut pas réaliser un bon travail de manière à ce que tout le monde soit satisfait, et nous en premier, parce qu'on a nos assurances derrière, donc on ne tient pas à avoir de problème. Et donc la compétence des entreprises est très importante. Donc vous avez des entreprises qui sont effectivement RGE, mais ce n'est pas parce qu'on a la qualification RGE qu'on est forcément très compétent. Je connais des entreprises qui ne sont pas RGE, qui sont très compétentes aussi. Donc c'est très compliqué, mais ça, c'est du rôle de l'architecte de discuter avec les entreprises, de connaître leur niveau de compétence, etc., de leur poser des questions. Donc, tout ça, c'est aussi un travail, parce qu'il faut aussi veiller à ce que les entreprises respectent les fiches techniques des fabricants, l'hygrométrie, lorsqu'on fait un ravalement, il y a l'hygrométrie, la température de l'air. Donc, comme les ravalements, lorsqu'on met des matériaux en œuvre, ce sont des réactions chimiques. Pour que les réactions chimiques se fassent entre du sable, du ciment, etc., il faut qu'il y ait les bonnes températures et le bon niveau d'hygrométrie. Donc, tout ça, c'est à veiller au cours du chantier, et ce n'est pas simple, surtout avec le changement climatique actuel, depuis quelques années du moins. Donc tout ça, c'est des paramètres à prendre en compte, ce qui fait que le suivi de chantier est une phase très importante pour la réalisation des travaux. Là, je vais vous présenter le diagnostic que nous avons fait sur cette grande copropriété de 340 000 logements. Donc tout à l'heure, je vous ai présenté les façades en pierre. Donc on définit tous les problèmes que l'on retrouve, les squames sur les pierres qui se dégradent dans le temps, le problème des ventilations, les problèmes des fenêtres, des soubassements, etc. Donc ici, on voit bien qu'il y a des pierres qui se dégradent, ici aussi. Les pioches, tout ça, ça va partir. Ici, vous avez un hall, on voit sur la photo ici, vous avez le hall d'entrée. Ici, c'est le local poubelle qui est petit, parce qu'à l'époque, dans les années 60-65, il n'y avait pas autant de déchets qu'aujourd'hui. Donc le local poubelle était petit. Et là, vous voyez que le local poubelle est juste sous la fenêtre d'une cuisine ici. Donc s'il y a un incendie ici, le feu, c'est sûr qu'il va rentrer dans le logement. Et donc ça, c'est un danger. Et vous voyez qu'à côté, il y a l'accès au logement. Donc s'il y a le feu ici, on ne rentre pas dans son appartement, mais ça, ce n'est pas le problème, c'est surtout d'en sortir s'il y a un incendie dans l'immeuble. Et donc, on propose ici de délocaliser le local poubelle et de les mettre ailleurs. Ça fait partie de la mission de l'architecte sur la sécurité incendie des personnes. Donc là, d'autres problèmes sur les façades. Sur les loggias, ici, nous avons des plaques amiantées, puisqu'à l'époque, c'était des plaques de fibrociment amiantées.
Voilà, donc ici, les appuis de fenêtre fissurés, etc. Donc, c'est courant. Voilà, je passe. Ensuite, nous examinons les toitures terrasses, aussi les problèmes des relevés, la fixation des antennes. Ici, sur ces terrasses-là, comme le bâtiment date des années 65, il y a eu une isolation qui a été, l'étanchéité a été refaite avec une isolation à minima à l'époque, dans les années 85 à peu près. Donc, comme on intervient, on a regardé un peu quelle était la qualité de l'isolation thermique sur la toiture. On s'est aperçu qu'il y avait peu d'isolant, mais on s'en doutait, et surtout qu'il y avait de l'eau sous l'isolant, alors qu'il n'y a pas de fuite dans les logements, parce qu'en dessous, nous avons une membrane qui est une barrière thermique, ça s'appelle un pare-vapeur, et qui fait, dans le pire des cas, office d'étanchéité. C'est pour ça que l'eau n'a pas traversé les logements. Et en faisant ces sondages, on s'est aperçu que les relevés d'étanchéité n'étaient pas conformes au DTU. Donc, lorsqu'on aura la mission, il faudra rendre les relevés d'étanchéité conformes au DTU. Ici, vous avez les trappes d'accès aux terrasses. Voilà, on voit bien qu'il y a de l'humidité. Là, on voit que la costière a été perforée pour passer des câbles électriques parce qu'il n'y a pas eu de crosse préparée, prévue pour ça à l'époque, ça ne se faisait pas. Ici, vous avez les câbles. Voilà à peu près tous les câbles électriques que vous avez. Donc, faire un isolant dans cette partie-là, on s'aperçoit que tout de suite, c'est très complexe, voire impossible. Ici, il y a des entreprises qui passent des fourreaux mais qui ne rebougent pas, ce qui fait que s'il y a un incendie dans le sous-sol, les fumées vont remonter dans la cage d'escalier. Ça, c'est des paramètres aussi à prendre en compte. Ici, vous avez des planchers donc non isolés avec un soupirail ici où l'air froid rentre l'hiver. Donc, les gens qui ont leur logement juste au-dessus du rez-de-chaussée, forcément, ils sont défavorisés par rapport à ceux qui sont au deuxième ou au troisième étage. Donc, on prend tous ces paramètres-là et à la fin, on fait une synthèse de la pathologie générale des bâtiments, donc l'intérieur des logements, les façades, les toitures et les sous-sols. Ensuite, on fait des propositions. Donc, c'est un site qui est classé ADF. Donc, on a fait des esquisses de présentation pour pouvoir discuter avec l'ABF, qu'est-ce qu'il a accepté, puisqu'on a des façades en pierre. Donc, si on ne fait rien, il n'y a pas d'isolation thermique. Isoler de l'intérieur, c'est impossible. Avec les aménagements intérieurs, etc., ça coûterait beaucoup plus cher. Donc, l'ABF a compris notre démarche et on a fait la proposition d'isoler ici la cage d'escalier, d'isoler le pignon et bien sûr la toiture terrasse. Donc, si on isole les cages d'escalier, les pignons et la toiture terrasse uniquement, on arrive tout juste aux 35% d'économie d'énergie, puisqu'ici, nous avons des façades importantes sur les est et ouest. Donc, on a proposé d'isoler aussi la façade ouest, ici. Donc, là où nous avons tous les séjours et les chambres. Donc, l'ABF a accepté le principe avec un enduit spécial, éventuellement retracer les joints de pierre, mais ça, on n'a pas encore des jusqu'ici. Et ici, comme il y avait des loggias, on a proposé de les agrandir pour que ce soit plus sympa, que les gens puissent éventuellement y déjeuner et autres. Et on s'est aperçu, en discutant avec le conseil syndical, qu'il fallait changer le règlement de copropriété. Pour changer un règlement de copropriété, il faut avoir la majorité des copropriétaires. Donc là, c'était mission impossible. Donc on est revenu à une solution où on habille seulement la façade, on ne crée pas de mètres carrés, on habille seulement la façade dans son état actuel, en changeant et en isolant un peu, puisqu'on a énormément de ponts thermiques sur les loggias. Voilà. Et ici, j'oubliais sur les terrasses, j'en reviens. Ici, sur les terrasses, on va faire des percements d'un mètre carré pour désenfumer les cages d'escalier, puisque actuellement, les cages d'escalier ne sont pas désenfumées, donc ne répondent pas à la réglementation incendie actuelle. Et lorsqu'on fait des réhabilitations comme ça, des rénovations, on est obligé de mettre aux normes incendie. Voilà. Et après, le travail de l'architecte, c'est de faire des propositions. Donc là, on a étudié les isolants, pont thermique. Alors ici, vous avez le béquet de l'acrotère. Donc, si on ne le casse pas, on voit bien qu'on a une épaisseur, un isolant thermique peu épais, donc on va avoir un pont thermique. Si on le casse, on va le casser sur toute la périmètre des façades, c'est un coût, parce qu'il faut en faire un réglage derrière. Donc, tout ça, ça s'étudie. Est-ce que c'est moins cher d'avoir un pont thermique ou autre, puisqu'on peut l'absorber par d'autres en épaississant les isolants par ailleurs, etc. Donc, on a tout un travail d'architecte comme ça à faire de dessin avec effectivement perspectives. Et puis après, on a aussi le problème des ventilations. Ici, on a un plan de ventilation de l'existant. Donc, on a des prises d'air frais dans les pièces humides, c'est-à-dire salle de bain, cuisine, avec des gaines dans les salles de bain et cuisine. Si on passe en ventilation forcée pour réguler la ventilation, c'est-à-dire qu'elle soit stable, hiver comme été, avec beaucoup de vent ou pas de vent, il faut amener des prises d'air dans les pièces sèches, c'est-à-dire les séjours, les chambres, et supprimer dans les pièces humides, puisqu'on va aspirer dans les pièces humides en passant sous les portes, donc en détalonnant les portes. Et puis dans le sous-sol,
comme le sous-sol n'est pas recoupé sur toute la longueur du bâtiment, s'il y a un incendie, ben, ça remonte dans le cage escalier. Donc, on a proposé un recoupement aussi des sous-sols. Voilà. Donc, voilà tout le travail de l'architecte. Donc, comme vous pouvez vous apercevoir, c'est très complexe. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Ça demande des années d'expérience pour mener à bien des projets d'une telle ampleur. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation complète à la fois sur l'audit énergétique, l'audit global et puis notamment le rôle de l'architecte dans un projet de rénovation finalement, puisque là on est un peu sorti aussi du cadre de l'audit global, mais plus largement le rôle de l'architecte dans un projet de rénovation. Donc on a quelques questions, donc je voulais vous les poser, peut-être aussi répondre avec ma collègue à l'ensemble de ces questions. Hop, je vais arrêter de partager. Voilà, comme ça on revient, on voit tout le monde. Plusieurs peut-être petites précisions avant de passer aux questions. On a lancé un petit sondage, donc, notamment pour les spectateurs. Donc, je vous invite à y répondre pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc, avez-vous réalisé dans votre immeuble un audit global? Donc, pour rappel, l'audit global, donc, c'est à la fois énergétique, architectural et un audit aussi financier. Notamment pour ceux qui sont sur Paris, ma collègue en a parlé en début de séance, il y a une aide financière disponible en chèque à l'audit de 5 000 € de la ville de Paris. Et pour ce faire, il faut simplement s'inscrire sur la plateforme Coach CoPro, utiliser le cahier des charges audit global à votre disposition, qui sera bien évidemment, on va vérifier avec vous les devis que vous allez recevoir et faire appel à un professionnel de l'annuaire Coach CoPro. Donc, vous pouvez aussi bien faire appel à un architecte, à un bureau d'études. Généralement, il y a un binôme architecte-bureau d'études où certains bureaux d'études ont également la prestation intégrée, donc vous proposent un peu un package complet parce qu'ils ont en interne un architecte et puis également un ingénieur financier. Donc, c'est le travail des trois qui va vous permettre de débuter, parce que je vois qu'il y a 14 personnes, en tout cas, qui ont indiqué qu'ils n'avaient pas encore réalisé leur audit global. Donc, c'est ce trinôme qui va vous permettre de débuter un peu votre projet et savoir, en fonction des différents scénarios, vers quoi vous pouvez aller. Donc, je vous invite à répondre à ce petit questionnaire. On a eu pas mal de questions, donc à la fois sur donc dans le 92, il y a une personne qui a posé une question dans le 92. Si vous habitez le 92, 93 ou même 94, vous pouvez vous connecter, ou un peu partout en France, hein, vous pouvez vous connecter sur le site fer.fr, taper votre code postal et vous allez vous allez en tout cas avoir le contact de l'espace Info Énergie, le guichet de votre région, de votre département. Donc, dans le cadre du 92, en fonction du lieu où vous habitez, ça peut être GPS ou énergie ou ça peut être également la LEC Pols. À savoir qu'en Ile-de-France, donc à l'échelle de la métropole du Grand Paris, nos collègues du 93, 94, 92 utilisent également le coach CoPro. Donc, ils proposent aussi un même niveau d'accompagnement. Sur le 93, vous avez 3 agences locales de l'énergie qui pourront répondre à vos questions. 94, 2 agences. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Si vous ne trouvez pas, revenez vers nous. On vous mettra également le lien vers le site fer.fr de l'ADEME afin de trouver l'ensemble des informations qui vous intéressent sur votre territoire. On va prendre la première question, le dossier technique amiante. Donc, Dominique qui posait une question, en tout cas qui a noté dossier technique amiante, donc le diagnostic amiante avant travaux. Dominique, si vous voulez bien peut-être préciser votre question, j'imagine que est-ce que peut-être inclus dans l'audit global? Si c'est cette question, enfin, si c'est la question, non. C'est un diagnostic qui doit être demandé en plus et généralement qui est fait, je pars sous votre contrôle, hein, Monsieur Grus, et qui doit être fait avant de débuter un projet de rénovation énergétique. Généralement, lorsque nous sommes missionnés, on le réclame tout de suite. S'il n'a pas été fait, il faut le faire avant d'engager tous les travaux. Super. Même avant de commencer l'étude, déjà. Exactement. On avait eu une question aussi tout à l'heure, la différence entre audit global, et DTG, donc diagnostic technique global.
Actuellement, on va dire peut-être un flou autour du diagnostic technique global qui, en fonction des types de prestataires qui vont réaliser cette étude, on aura une différence. L'Agence parisienne du climat avec l'ARC et d'autres professionnels de la filière travaillent sur un référentiel, donc un cahier des charges DTG. Je pense qu'il sera amené derrière à remplacer le cahier des charges audit global, dans lequel on reprendra finalement une même structure, une même base que l'audit global, à savoir la partie énergétique, architecturale, financière, et puis également des précisions sur l'analyse, en tout cas, de la situation du syndicat vis-à-vis des obligations légales et réglementaires, dans lequel on aura aussi un état des lieux des diagnostics obligatoires, comme l'amiante, le plomb, qu'on n'a pas dans l'audit global. Et également, actuellement, dans le DG, il n'y a pas d'obligation d'intégrer le volet énergétique. Donc, si vous voulez vraiment quelque chose de complet, l'idée actuellement, c'est de s'orienter vers un audit global dans lequel vous pourriez rajouter des éléments qui ne sont pas, en tout cas, intégrés dans cet audit global. Mais d'ici le mois de septembre, normalement, on devrait avoir un référentiel disponible sur nos sites et puis auprès de nos collègues des autres territoires. Alors, pour connaître la classe d'énergie A, B, G, etc., et des économies d'énergie apportées par type de travaux. Bernard qui nous posait la question. Pareil, si vous êtes précisé un peu votre question. Donc, on laissera peut-être Bernard préciser sa question. Dans l'audit technique, donc c'est peut-être, Monsieur Gros, c'est peut-être ce que vous avez montré. Dans l'audit technique, il manque la sécurité des accès. Alors, je parlais d'accessibilité handicapée, bien sûr, on regarde aussi le problème d'accessibilité, si les portes ne font pas 90, ou éventuellement changer les portes, etc. C'est ça la question. D'accord. Donc, pareil, si vous avez peut-être des précisions à apporter sur cette partie-là, Sur n'hésitez cette pas. partie-là, tout à l'heure, je présentais le plan des caves. Bon, le plan des caves, on recoupe les caves, mais on met des portes coupe-feu, bien sûr, pour que les gens puissent évacuer la cave par une autre porte d'escalier. C'est-à-dire, il y a une réglementation et au cas par cas, on répond à la réglementation. Parfois, vous avez des planchers de cave qui ne sont pas coupe-feu par rapport au logement qui est au-dessus. Donc, faut effectivement. Alors là, c'est pas d'isolation, on fait un flocage, on met des matériaux coupe-feu. C'est forcément pris en compte dans l'analyse de l'architecte, ces paramètres-là. Pas dans celui du thermicien, mais dans celui de l'architecte. Ok, très bien. Okay, merci pour ces précisions. Tout à l'heure, sur la conversation, on avait eu une question. Hop, je remonte tout de suite, comme ça on pourra vous la poser directement. Je crois qu'il y avait une question sur comment convaincre les copropriétés de se lancer dans un projet de rénovation ou dans un audit. Bah, il y en a plusieurs. C'est la valorisation du patrimoine, même si vous êtes dans Paris ou ailleurs, bah, ça reste le même, hein. Il y a aussi le fait d'anticiper peut-être un durcissement de la réglementation, des réglementations en vigueur. Souvent aussi, les copropriétés qui viennent nous voir, parfois, ils ont des injonctions de ravalement de la ville de Paris ou de leur territoire et ils se posent la question, bah, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour améliorer, bah, comme ils vont devoir mettre des échafaudages, est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait être fait, mutualiser aussi les coûts. Donc, c'est vrai que si vous devez changer ou plusieurs copropriétaires veulent changer leurs fenêtres, c'est l'occasion, une fois qu'il y a les échafaudages, d'en profiter, d'inclure ces postes de travaux. Et aussi, il y a un certain nombre d'aides financières. Donc, ça aussi, ça peut aider pour passer un peu, pour faciliter, on va dire, le passage à l'acte. Donc, pour rappel, que ce soit l'Agence parisienne du climat ou les collègues des autres agences locales de l'énergie sont à votre disposition aussi pour vous aider, vous accompagner et échanger aussi, peut-être réparer les AG en amont avec vous pour traiter ces points et essayer de convaincre au mieux l'ensemble des copropriétaires. Alors, on parlait de durcissement de législation. À notre connaissance, on ne sait pas. On ne sait pas si ça va se durcir. J'aurais tendance peut-être à dire oui, mais à titre personnel, ça c'est vraiment à titre personnel. Je ne pense pas qu'on soit actuellement, on puisse pas, enfin, on ne peut pas dire si ça va se durcir ou non. Hop.
On a 3 autres questions. Donc, Bernard qui nous dit qu'il s'agit de la sécurité effraction Digicode. Ah, peut-être pour l'étude technique, cette question. La question du G-Code, c'est… C'était un point de vue sécurité, en fait, la partie technique sécurité. Lorsque l'on travaille sur une rénovation énergétique ou lorsqu'on fait un diagnostic technique, comme il y a un échange avec le conseil syndical, si on nous alerte là-dessus, si on change une porte d'entrée, bien sûr qu'on prend en compte le digicode, etc. Voilà. Mais ça, c'est à la demande des copropriétaires. C'est pas la sécurité de l'immeuble. Si on ne nous le demande pas et si ça fonctionne, on ne va pas forcément soulever ce point-là. Très bien. Alors, il y a Dominique qui avait précisé sa question donc pour le dossier entre le diagnostic amiante avant travaux. Donc, j'imagine, est-il obligatoire pour un habitat construit avant le 1er juillet 1997? Oui, avant le 1er juillet 1997, il est obligatoire, puisqu'il faut savoir, à partir du moment où il y a eu la loi, on sait que beaucoup de gros groupes ont quand même écoulé leur stock. Une fois que la loi a été votée, on sait que même après la loi votée, il y a eu pendant 1, 2, 3 années encore des produits amiantés écoulés. De toute façon, c'est obligatoire. Donc, alors évidemment, si c'est un bâtiment des années 2000, non, mais dans les années 80 jusqu'à 90, 95, on demande les DTA, les DAAT. Très bien. Merci pour cette précision. Toujours Dominique qui parlait donc à la fois de l'enquête sociale, donc qui semble être nécessaire pour évaluer la capacité financière des copropriétaires, mais pas que. C'est vrai que ça fait partie des questions qui sont posées dans l'enquête logement qui est distribuée par le thermicien ou l'architecte au moment de la réalisation de l'audit. Donc, c'est une enquête qui reprend un certain nombre de points, mais c'est notamment pour évaluer le confort au sein du logement, parce que cette enquête n'est pas envoyée ou distribuée uniquement aux propriétaires bailleurs, aux propriétaires occupants, pardon, mais également aux locataires. Donc là, on parle vraiment de confort au sein du logement, en plus effectivement de cette partie financière. Et deuxième point, problème de ratio entre bailleurs et copropriétaires, occupants, j'imagine. Effectivement, certaines copropriétés, on a parfois plus de propriétaires bailleurs ou plus de propriétaires occupants. Après, ça n'empêche pas que les projets peuvent aboutir. Donc là, dans ce genre de cas, on est vraiment sur un gros travail de communication, que ce soit du côté du thermicien, de l'architecte, des membres du conseil syndical, parce que c'est ce qui est important. Un président de conseil syndical, une présidente de conseil syndical qui est motivée, qui arrive vraiment à s'organiser, et puis une copropriété qui est accompagnée par une agence au cas de l'énergie, que ce soit à l'APC ou par nos collègues des autres agences sur le territoire, c'est aussi une aide au passage à l'acte, une aide pour pousser, on va dire, vraiment au passage à l'acte. Donc, vous n'êtes pas seul dans ce genre d'études, et on est là en amont, pendant et également après cette étude. Si je peux me permettre, Oui, nous attachons beaucoup d'importance au conseil syndical élargi, c'est-à-dire au groupe de travail. C'est très important que ce ne soit pas que le conseil syndical. tout à fait. Et on n'a pas parlé, mais également du syndic, du gestionnaire, parce que certains gestionnaires sont très impliqués au sein de leur copropriété, et ils sont aussi ressources dans cette phase de communication qui peut être très, très importante, notamment si on part d'une grosse copropriété, donc avec plus de 50 ou plus de 100 lots. Alors, j'ai aperçu une question tout à l'heure concernant… Alors, est-ce que l'on peut espérer voir une évolution de la législation à Paris sur les toits en zinc qui ne sont pas du tout adaptés en cas de canicule? Alors, les toits en zinc ne sont pas adaptés en cas de canicule. Personnellement, je vois mal que l'on change le système, parce qu'il y a beaucoup de bâtiments classés. Cela étant, c'est une question d'isolation, c'est surtout ça. Et lorsque nous faisons des interventions sur les toitures,
on dépose le zinc, on met un isolant sur les chevrons existants, on les remplace s'ils sont abîmés, et on isole par en gros par 14 à 16 cm d'isolant, plus la laine de roche entre chevrons. Donc on arrive à des R de 8 facilement. Donc c'est plutôt une question d'isolation que le zinc en soi. Alors effectivement, si c'est végétalisé, alors là aussi, je trouve qu'il y a un peu d'hypocrisie lorsqu'on parle de toiture végétalisée. Parce que si lorsqu'on fait une toiture végétalisée avec 5 ou 8 cm de terre et un peu de plantation dessus, bah c'est évident, s'il y a une période de sécheresse très longue, la terre va être sèche. Et le problème, lorsqu'on a des périodes chaudes longues, bah la terre est sèche, elle prend la chaleur, donc elle ne joue plus son rôle d'isolant. Et une toiture terrasse est isolante si on a 60 cm de terre, oui, parce que là, on a un gros matelas de terre, effectivement, qui va couper les chaleurs. Mais toutes les toitures terrasses que l'on vend avec 4 ou 5 cm de terre, c'est ouais, la communication. C'est pas plus mal parce que là, vous anticipez le sujet du 17 juin. Donc, pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui est par les sujets de végétalisation, notamment en toiture ou au niveau des murs, n'hésitez pas à regarder les dates sur notre agenda et bah, d'ores et déjà vous inscrire, hein. On aura une intervention sur la végétalisation. Donc déjà, comment s'y prendre, comment se lancer dans un projet de végétalisation, les caractéristiques techniques à prendre en compte et la faisabilité aussi de ce type de projet. Et on finira par peut-être un retour d'expérience. Donc, vous recevrez l'invitation bientôt, mais c'est bien, c'est déjà un premier avis, une première introduction au débat du 17 juin prochain. Est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas, on a encore un petit peu de temps, ce qui est rare. Donc, n'hésitez pas à vous poser vos questions. Je vois que le sondage a bien été rempli. Donc, 14 personnes donc pour ceux qui, je ne sais pas si vous avez la visibilité sur le résultat. Donc, on a 3 personnes qui ont déjà réalisé un audit au sein de leur immeuble, audit global, 14 personnes non, et je ne sais pas, donc une personne. Donc pour les 14 personnes, notamment si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez le numéro, vous avez nos coordonnées. On vous a également envoyé, afin de récupérer et recevoir le PowerPoint, vous devez remplir le formulaire que ma collègue Anne-Sophie vous a envoyé. Et pareil, si il y en a d'autres qui veulent recevoir dans votre copropriété, n'hésitez pas à leur envoyer l'ensemble, à leur envoyer ce lien. Cette conférence sera également disponible normalement sur YouTube d'ici une petite semaine. Donc, en fonction de la qualité audio, donc on fera au mieux pour en tout cas pour vous le mettre en replay sur YouTube. Alors, Coach CoPro peut nous accompagner même si la mission de l'architecte pour DTG a déjà été votée et programmée. Alors, si la prestation, si vous entendez par accompagnement pour vous aider, en tout cas durant cette phase, à comprendre ou à communiquer et à analyser le rapport qui sera réalisé, oui, bien évidemment, on peut vous accompagner sur cette partie-là. Dans l'accompagnement, si vous parlez d'accompagnement financier et notamment l'aide, le chèque audit de la ville de Paris, là, ça va être compliqué parce que normalement, même si ça a été voté en AG, il faut qu'on ait eu un regard sur le devis que vous avez validé et que la prestation n'ait pas débuté. Donc, il n'est pas trop tard, Nathalie. Vous pouvez toujours revenir vers nous et nous contacter pour nous faire part de votre projet. En tout cas, nous, on sera là quand même avec vous après, au moment du reçu, enfin, une fois que vous allez, pardon, recevoir votre audit, votre rapport d'audit. Est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas, donc toujours la partie questions-réponses disponible ou sur le chat. Après, on va attendre une petite minute encore si vous avez des questions. Alors, comment nous contacter? Donc, on est joignable. Hop, je vais remettre le numéro comme ça. Donc, on est joignable au 01 58 51 90 20. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec nous sur Internet en allant sur Clic Rendez-vous. On vous envoie l'ensemble des informations tout de suite. Hop.
Donc, on est joignable du lundi au vendredi de 8h à 20h. Donc, c'est une prise de rendez-vous et vous allez pouvoir échanger au téléphone avec un conseiller. Chez nous, pour rappel, il y a 5 conseillers. Vous avez différents créneaux. Vous pouvez aller directement sur le site internet également pour prendre un rendez-vous. Donc, on est joignable à la fois par téléphone ou sinon par mail. Je vous ai mis l'ensemble des informations directement sur la partie conversation. Donc, vous pouvez d'ores et déjà récupérer et puis nous appeler si besoin. Je peux donner une info s'il y a un peu de temps. Oui, bien sûr. C'est aussi, j'en ai pas parlé, mais lorsqu'on isole des pignons qui donnent sur les copropriétés mitoyennes, il faut s'y prendre suffisamment de temps en avance, de manière à pouvoir contracter, que ça soit éventuellement voté en AG avec la copropriété mitoyenne, discuter du surplomb, etc., parce que ça demande un certain temps. Et une des copropriétés que j'ai présentées, rue Championnet, nous avions 4 copropriétés mitoyennes. On a mis plus d'une année pour avoir les 4 accords des copropriétés nous autorisant les surplombs. Et on a négocié les épaisseurs. Alors, il y a eu des échanges. Il y a une copropriété qui nous a demandé de faire un peu de travaux chez eux sur le sous-bassement en dessous. Qui ne nous concernait pas. Donc, voilà, à chaque fois, il y a des copropriétés qui nous ont laissé faire sans demander de compensation. On avait une clinique à côté. On nous a demandé de travailler qu'au mois d'août. Donc, il a fallu s'arranger pour ne pas les déranger en dehors. Donc, ça a été assez compliqué. Ça a amené un surcoût d'opération. Il a fallu intervenir beaucoup plus rapidement. Et l'autre, c'était la RATP. Donc là, on a eu des réunions avec le CHSCT. Ça a demandé 4 mois que ça soit validé par la direction, etc. Donc, si les comités s'engagent dans les travaux, il faut le savoir qu'il faut s'y prendre bien avant. Ouais, notamment s'il y a un sujet d'empiètement. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'avec l'Observatoire de la rénovation énergétique, on vous a présenté la carte des copropriétés rénovées, mais vous avez également des données. Donc là, ma collègue vous a posé une question tout à l'heure sur le nombre de copropriétés qui, sur les 2500 qu'on suit, le nombre de copropriétés qui avaient réalisé un audit global. Donc, c'est ce type de données qu'on a via l'Observatoire, mais on en a bien d'autres. Et ce qu'on constate, c'est pour un projet de rénovation énergétique, en tout cas global réussi. Quand je dis global, j'entends plusieurs postes de travaux. Donc, ça peut être changement de menuiserie, en tout cas ravalement de la façade avec isolation, ou de la toiture, ou changement de système de chauffage. Là, vous avez il peut s'écouler plusieurs années entre l'audit global qui doit être réalisé et la livraison des travaux. Donc, nous, on constate qu'on est plus sur 5 ans. Donc, lorsque vous engagez afin justement qu'il n'y ait pas plus de retard que nécessaire, là, il est important, et c'est ce qu'on constate, c'est que les projets qui aboutissent, en tout cas qui sont réussis, ces projets où là, il y avait tout le monde dans la boucle dès le début, il y a eu de bons choix qui ont été faits, il y a eu un ingénieur financier qui a également bien fait son travail, en tout cas pour évaluer les coûts, en tout cas les aides financières disponibles, le reste à charge. Donc ça, ce n'est pas uniquement aux gestionnaires de le faire, il y a des prestataires qui sont là pour ça. Donc Dominique qui précise, pour financer l'opération, il existe l'emprunt copro qui facilite le montage financier que nous avons mis en œuvre. Peut-être Anne-Sophie, si tu veux peut-être préciser quelque chose. Alors effectivement, pour les aides financières à la fois sur l'audit global et sur les travaux, il existe un certain nombre d'aides possibles. Donc là, c'est du cas par cas, c'est à la fois en fonction de ce que vous prévoyez comme projet et en fonction des revenus des propriétaires. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à vous inscrire soit directement sur le site Coach CoPro si vous êtes concerné par un projet de copropriété, mais également en passant par l'info conseil. Dans tous les cas, vous serez rappelé pour qu'on discute ensemble de ces questions de financement. Merci pour cette précision. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de conclure là. Monsieur Bruce, merci. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci à tous d'avoir participé. N'oubliez pas que si vous voulez recevoir la présentation
vous devez répondre au petit questionnaire que vous a envoyé ma collègue. Et comme je vous l'ai indiqué, l'ensemble des... normalement, en tout cas, si de point de vue technique, tout est OK et que la qualité est bonne, cette conférence devrait être disponible par la suite sur YouTube d'ici une petite semaine. Merci à tous. Bonne Merci, fin de bonne journée. écoute. Merci, au revoir.